Trump a donné un ultimatum mortel à l'Ukraine. Il a exigé que l'Ukraine décide d'accepter ou non la proposition américaine de paix avant le 27 novembre. Actuellement, l'Ukraine se trouve véritablement à la croisée des chemins la plus importante depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, nous allons examiner cette situation. Regardons tout de suite. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, vous le savez tous, actuellement, les États-Unis font pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte le projet de plan de paix en 28 points, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. L'administration Trump accélère pour mettre fin à la guerre de presque 4 ans d'ici la fin de l'année. Le problème de ce plan de paix est qu'il prévoit des concessions territoriales de l'Ukraine, ce qui rend son acceptation incertaine. Voyons d'abord ce que contiennent ces 28 points, en nous concentrant sur les plus importants. Tout d'abord, ces 28 points du plan de paix. L'Ukraine doit céder l'ensemble de la région du Donbass, ainsi qu'une partie du sud de son territoire à la Russie. L'armée ukrainienne compte 880 000 soldats, mais sera réduite à 600 000, et les missiles longue portée seront interdits. L'Ukraine ne pourrait pas rejoindre l'OTAN. Certaines sanctions contre la Russie seraient levées, et la Russie réintégrerait le G8 quitté en 2014. À cette époque, il y avait la question de la Crimée. Finalement, la possibilité d'un retour de la Russie au G8 est restée ouverte. De nombreux points étaient inacceptables pour l'Ukraine, comme faire du russe une langue officielle, ou donner un commandement officiel à la branche ukrainienne de l'armée russe. Ainsi, l'analyse principale était que l'Ukraine refuserait cela d'emblée. L'Ukraine refusant, les États-Unis ont accru leur pression sur elle. Selon un reportage de l'agence Reuters, les États-Unis exercent une forte pression en déclarant qu'ils cesseront de partager des renseignements militaires et de fournir des armes à l'Ukraine si celle-ci n'accepte pas le plan de paix d'ici la date limite fixée au 27 novembre. Bien sûr, il n'est pas totalement impossible que l'Ukraine accepte ce plan de paix. Certains analystes estiment que si les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont clairement précisées, l'Ukraine pourrait également accepter ce plan. Dans le plan de paix actuellement proposé à l'Ukraine, il est mentionné, de manière vague, que l'Ukraine recevra des garanties de sécurité fiables en cas d'une nouvelle attaque de la Russie. Cependant, selon le projet d'accord de paix, obtenu séparément par le média politique américain Axios, il est indiqué que des garanties de sécurité seraient fournies, en s'inspirant du principe de l'article 5 de l'OTAN, adapté à la situation de ce conflit et aux intérêts des États-Unis et de leurs alliés européens. L'OTAN interviendrait si l'Ukraine était attaquée. Axios indique que si les garanties de sécurité ressemblent à la défense collective de l'OTAN, l'Ukraine pourrait accepter. Nous en saurons plus le 27 novembre. Actuellement, le projet remis à l'Ukraine concerne surtout ces garanties de sécurité. Sous pression américaine sur l'Ukraine, les grands pays européens ont vivement réagi, rendant l'atmosphère tendue. En particulier, le plan de paix en 28 points proposé par l'administration Trump a suscité une forte opposition dans de nombreux pays européens. Le gouvernement allemand a publié le 21 novembre une déclaration officielle révélant le contenu de la conversation téléphonique entre les dirigeants de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, avec le président Zelensky. Ces dirigeants ont convenu qu'il était primordial que l'Ukraine conserve sa capacité à dissuader et à se défendre contre les forces russes, et ils ont également partagé l'avis que la situation de blocage actuelle sur le front devrait servir de point de départ pour les négociations. Ceci constitue une approche totalement différente du plan de paix proposé par les États-Unis, qui est centré sur le redécoupage territorial, révélant ainsi clairement le mécontentement de l'Europe à l'égard du projet américain. De plus, les réactions internes en Europe, révélées par le reportage de Politico aux États-Unis, étaient encore plus virulentes. Un haut responsable d'un État membre de l'Union européenne a insulté violemment l'envoyé spécial américain Witkoff lors de la réunion, et un dirigeant de l'Union européenne a suggéré qu'il consulte un psychiatre. Il voit la proposition américaine comme une décision unilatérale négligeant la coopération stratégique, et l'Europe y voit une atteinte à la confiance envers les États-Unis. En fait, l'Europe prévoyait d'utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Cela équivaut à 206 000 milliards de won. Mais l'Europe n'a pas pu fournir cette aide, notamment si les avoirs russes, gelés, étaient utilisés pour soutenir l'Ukraine. Cela nuirait à la confiance envers l'Union européenne. Les pays en conflit pourraient cesser d'y investir, craignant la saisie de leurs fonds. De plus, la majorité de ces actifs sont conservés auprès d'une institution de règlement appelée Euroclear, en Belgique. La principale inquiétude est que la Russie risque de cibler la Belgique par des représailles. Ainsi, l'Union européenne ne peut actuellement pas soutenir l'Ukraine avec les avoirs russes gelés. Mais maintenant que le président Trump exerce une telle pression, l'Europe se retrouve dans une situation où elle ne sait plus quoi faire. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a affirmé le 21 novembre que le pays était à un tournant et qu'il resterait fidèle au peuple pendant les négociations. Il a exprimé que la pression à laquelle l'Ukraine est confrontée actuellement est plus forte que jamais et que chaque option comporte un prix élevé. Si l'Ukraine accepte les 28 clauses concernant la cession de territoire, l'avenir du pays sera compromis. Mais en les refusant, elle devra faire face à de lourdes conséquences, et supporter un ralentissement et une réduction prolongée. S'ajoute le risque de détérioration des relations avec les alliés, accentuant la crainte d'isolement politique, tandis que la situation intérieure empire.
Un scandale de corruption touchant un collaborateur d'une grande entreprise énergétique a fait chuter la confiance envers le gouvernement. Au Parlement, de plus en plus dénoncent un manque de leadership. L'opinion publique s'épuise face à la prolongation de la guerre, et les sondages montrent une augmentation marquée des critiques envers le pays dirigeant. Zelensky fait face à la plus grande crise de sa carrière en tant que leader en temps de guerre. Des membres du bureau présidentiel alertent sur des divisions internes, ce qui pourrait affaiblir l'influence de Zelensky lors de futures négociations. Pendant ce temps, la Russie adopte une attitude encore plus agressive et explicite. Certains estiment que, forte de ses récents succès sur le front, la Russie montre clairement son intention de ne pas se laisser entraîner dans une phase de négociation. Les prévisions selon lesquelles la chute de Pokrovsk est imminente sont interprétées comme un signe que la Russie prend l'avantage non seulement sur le plan tactique, mais aussi dans la guerre psychologique. En particulier, la tactique des petites unités d'infiltration déployées par l'armée russe est conçue pour maximiser la fatigue des troupes ukrainiennes et retarder leur temps de réaction. La Russie envoie régulièrement des troupes fragmentées, malgré les pertes, profitant de la difficulté de l'armée ukrainienne à maintenir l'intensité sur un large front. Les petites fissures qui apparaissent un peu partout finissent, avec le temps, par ébranler l'ensemble du front, ce qui accroît encore la pression sur l'armée ukrainienne. Dans cette dynamique, la Russie semble avoir gagné en confiance, pensant qu'elle pourra exiger de plus grandes compensations, même si elle accepte des négociations. Le fait que Vladimir Poutine ait personnellement visité le poste de commandement pour encourager les hauts responsables militaires à poursuivre les opérations vise également à renforcer la cohésion interne et à montrer sa détermination à mener une guerre de longue durée. Les médias officiels russes promeuvent largement cette visite pour rallier l'opinion publique, suggérant une possible offensive accrue à l'avenir. La communauté internationale reste très divisée sur ce plan de paix. Le républicain Don Baker a vivement critiqué la proposition, la comparant à Munich en 1938. Il a mis en garde contre le fait que ce plan de paix pourrait devenir un second accord de Munich. À l'époque, les grandes puissances européennes avaient choisi la politique d'apaisement en cédant la région des Sudètes de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne, sous prétexte de contrôler l'expansion d'Hitler. En échange, Hitler avait promis de ne pas poursuivre d'autres expansions territoriales, mais cette promesse n'a pas duré longtemps, et l'ordre européen a rapidement sombré dans le chaos. La Seconde Guerre mondiale a éclaté. Baker avertit que la Russie pourrait agir plus audacieusement après cet accord. S'y ajoutent les préoccupations similaires du chef d'état-major suédois, Michael Claesson. Il a affirmé que si la Russie constatait un certain succès sur le champ de bataille en Ukraine, elle pourrait alors chercher à tester le système de défense collective de l'OTAN. Il a souligné que non seulement les pays baltes, mais aussi toute l'Europe pourraient être soumis à des pressions, et qu'en tenant compte du schéma de comportement que la Russie a montré jusqu'à présent, cette proposition de paix pourrait en réalité devenir le point de départ d'un conflit encore plus important. Ces critiques expriment la crainte que bien que l'accord actuel puisse sembler être une solution pour mettre fin à la guerre, il puisse en réalité conduire à l'effondrement de la structure de sécurité européenne. Ceux qui soutiennent la proposition de paix soulignent les problèmes structurels internes de l'Ukraine et affirment que la responsabilité de la prolongation de cette guerre n'incombe pas uniquement à l'Occident ou à la communauté internationale. Selon eux, le gouvernement ukrainien était depuis longtemps miné par la corruption et n'a pas su exploiter le capital politique et le soutien international gagné au début de la guerre. Les scandales de corruption chez les hauts gradés, les polémiques sur l'approvisionnement militaire et le chaos de la mobilisation ont renforcé la méfiance. L'incapacité du commandement sur le front a aussi conduit à l'échec d'opérations pourtant prometteuses. À cela s'ajoutent de nombreuses critiques, selon lesquelles les décisions unilatérales de Zelensky ont aggravé la situation sur le terrain. Certains font remarquer que, malgré les objections de plusieurs conseillers, des offensives ont été lancées de manière excessive, ou que des décisions politiques déconnectées de la réalité du front ont été prises, ce qui a entraîné de lourdes pertes humaines. De plus, les mobilisations supplémentaires pour compenser ces pertes ont accentué la lassitude de la population. Dans ce contexte, le camp favorable à un plan de paix souligne que les demandes continues d'une aide massive pèsent sur l'économie mondiale, aggravent l'inflation internationale et déstabilisent le marché de l'énergie. Ils insistent sur le fait qu'il faut arrêter la guerre et rétablir l'ordre international avant qu'il ne soit trop tard. En même temps, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que même si la guerre totale prend fin, il faudra mettre en place des dispositifs de dissuasion à long terme pour limiter militairement la Russie et empêcher toute nouvelle agression. Quelle sera l'issue de cette paix ? Comment les historiens du futur l'évalueront-ils ? J'aimerais aussi connaître votre avis. Laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.